Hello, good morning, good afternoon, welcome. Hope you are doing well. Salut à toi le pro. Bienvenue dans ce tuto. C'est pas juste un tuto, c'est ce que j'ai appelé un masterclass. C'est vraiment un masterclass. Et je pense que vous avez déjà su de quoi il s'agit. Justement, le titre en parlait. Cette première de couverture vous en parle. Aujourd'hui, je vais vous donner une masterclass qui normalement devrait se vendre, mais je vais vous la donner gratuitement. Et ici, vous aurez les 40 commandes essentielles de Linux. Et comme vous pouvez voir, les commandes ou tout ce que nous allons apprendre ici sont également valables dans toute autre distribution du système Linux. Comme vous pouvez voir, ici, c'est ce qu'on appelle des distributions Linux. Ici, on a Red Hat. Bon, vous pouvez pas peut-être connaître, mais les geeks vont facilement connaître. Bon, quand on parle de geek, quand on parle de Linux ici, c'est juste un type de système d'exploitation. Vous savez, il y a plusieurs systèmes d'exploitation, notamment les systèmes d'exploitation Windows, les plus répandus et ceux que beaucoup connaissent. Il y a également les systèmes d'exploitation Mac, qui tournent sur les ordinateurs Mac, donc produits Apple. Et il y a ces fameux systèmes qu'on appelle les systèmes Linux. Et ce sont les systèmes les plus puissants utilisés dans pratiquement tous les serveurs. Donc, quand on parle de serveurs, c'est les grosses machines qui travaillent en arrière-plan, qui tournent des gros calculs pour vous. Par exemple, l'intelligence artificielle, la majorité des sites que vous visitez, beaucoup de grosses applications, Facebook, WhatsApp, machin, ils tournent automatiquement et très certainement derrière des systèmes Linux. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes extrêmement sécurisés, à la base faits en mettant beaucoup d'importance sur la sécurité. Et c'est un système qui a été créé par l'un des plus geeks, les plus intelligents du monde. Il s'appelle Linus Torvalds. Et ici, je vais utiliser le système Ubuntu pour cette masterclass. Mais la majorité des commandes, dont je veux dire à plus de 95% que nous allons taper ici, vont marcher dans pratiquement toutes ces autres distributions. Nous avons les systèmes, par exemple les distributions Fedora, CentOS, SUSE. J'avais même essayé un temps à l'époque de contribuer comme Open Source Contributor à SUSE. Ça s'appelle OpenSUSE. Je sais pas, il y a les systèmes Debian, Kali Linux. Je l'avais également installé quand j'étais encore étudiant. Parce que on voulait faire, quand tu es encore jeune, tu veux tout essayer. C'était pour le hacking et tout. Bref. Et là, sans trop tarder, il faut que j'aille au vif du sujet. Et pour ça, j'ai ce qu'on appelle une machine virtuelle. Et vous pouvez en faire pareil. Si vous n'avez pas de système Linux installé dans votre machine, vous pouvez également aller ici dans le store de Windows et puis essayer de faire les recherches avec WLS, Windows Linux Subsystem. Oui, je crois bien que c'est ça. Windows Linux Subsystem. Et puis, lorsque vous faites la recherche là, ça c'est pour les utilisateurs de Windows. Vous voyez, il y a beaucoup de distributions Linux qui vont apparaître là, notamment surtout Ubuntu. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur l'un de ceux-ci. Et puis, bim, vous pouvez ici get, ou je ne sais pas comment ça s'affiche en français, l'installer ou le prendre. Et puis, il va s'installer dans votre machine. Mais je n'ai pas voulu parce que ces genres de distribution, disons, sont beaucoup limités. Ça ne vous donne pas tout le privilège comme si vous étiez dans un vrai système Linux. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser ma propre machine. Vous savez, les machines virtuelles, c'est pratiquement comme des ordinateurs avec tout à 100% d'un système d'exploitation. La seule différence, c'est qu'ils partagent en fait, les ressources physiques comme les RAM, le disque dur, le processeur, avec votre machine qu'on appelle le host. Donc, en fait, vous, avec votre machine d'où vous avez installé ces machines virtuelles. Et là, c'était juste une petite introduction pour que vous ne vous sentez pas égaré. Donc,
Ce serait très cool si vous avez un système Linux avant d'essayer de suivre cette masterclass. Mais l'option la plus facile que vous pouvez bien et belle suivre cette masterclass avec, c'est d'aller tout simplement dans le store de Windows, Windows 10, Windows 11, et puis le télécharger ou installer Linux en dual boot ou n'importe comment. Bref, quand vous l'avez, vous êtes boum, comme ceci. Et là, vous pouvez tout simplement vous connecter. Là, je me connecte à mon système et je mets mon mot de passe. Désolé. Et là, boum. Ça va prendre un peu du temps parce que c'est quand même une machine virtuelle. Ça ne va pas aussi répondre rapidement comme une vraie machine. Et là, je pense que c'est ici que nous allons travailler. Et ici, nous sommes sur ce qu'on appelle un terminal Linux. Un terminal Linux, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle la commande prompt. Et il vous permet justement d'avoir beaucoup plus le contrôle sur les commandes dont vous allez exécuter. J'ai dû préparer un peu l'environnement pour que les caractères soient assez grosses, pour que le tuto ou la masterclass soit surtout de bonne qualité pour vous. Et là, nous sommes dans un système. La première étape, c'est de démarrer votre terminal. Pour moi, je suis dans Ubuntu 22.04. Donc, pour démarrer le terminal, je clique juste ici et je cherche terminal, je clique dessus. Bon, étant donné que j'ai déjà démarré mon terminal, ça ne fait pas sens que j'essaie de le redémarrer encore. Et quand vous êtes là, vous pouvez tout simplement dire host name comme ça. Ça, c'est une commande bonus pour voir le nom de votre host. Donc, en fait, je veux dire le nom de votre machine. C'est Ubuntu, justement. Et là, nous allons passer rapidement à notre sheet que j'ai préparé. Donc, j'ai préparé ici une sorte de sheet que nous allons suivre étape par étape pour ne pas se perdre, en fait. Et au bout de cela, nous aurons fait les 40 commandes Linux essentielles pour bien démarrer. Je dis bien pour bien démarrer. Ce n'est pas un cours d'administration Linux, non, ça vous donne juste des bases bien solides pour que vous vous sentez développeur assez confiant. Donc, voilà. Dans cette masterclass, je vais vous présenter 40 commandes Linux essentielles, expliquées avec des exemples concrets pour que vous puissiez prendre le contrôle d'une machine Linux. Connexion SSH, ça c'est un bonus, donc nous n'allons pas juste nous arrêter sur les 40 commandes. À la fin de ce tuto, surtout restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment vous pouvez vous connecter à un système Linux en utilisant ce qu'on appelle le protocole de communication SSH. Voilà, donc c'est le cas pour la majorité des gens. Quand on dit quelqu'un il utilise le cloud, il a un VPS, donc bref, la majorité des gens qui hébergent les applications dans des systèmes Linux le font à travers la connexion SSH. Donc ils ne se connectent pas sur une machine avec l'interface graphique comme le cas ici, mais ils se connectent à travers ce protocole SSH qui les donne en fait l'entièreté, les options. Bref, je veux dire, ça les donne la main entière sur la machine et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Mais sauf que tout ce qu'ils veulent, ce n'est qu'à travers les commandes prompt. Et c'est d'où j'ai plutôt préparé les commandes prompt ici. Nous n'allons rien toucher sur les interfaces graphiques. Première des choses avant de commencer, ici nous allons voir les 10 commandes basiques qui va vous permettre de prendre la main, bref, de comprendre déjà comment naviguer dans un système Linux, de comment créer des fichiers, des dossiers et ainsi de suite. Et j'ose croire surtout que vous connaissez bien ce que c'est qu'un fichier et un dossier. Si ce n'est pas le cas, je vous prie, utilisez ChatGPT ou n'importe quel outil pour lui demander la différence entre un dossier et un fichier avec des exemples. Parce que parfois, j'ai mes étudiants qui ont de la peine à distinguer bien ce que c'est qu'un fichier et un dossier. Voilà, donc vous pouvez lire tranquillement ce qu'il va vous dire là-bas. C'est quand même un cours assez basique. Je crois qu'en le lisant, vous allez être en mesure de comprendre de quoi il s'agit et ce que c'est qu'un fichier, ce que c'est qu'un dossier. Voilà, let's go. On rentre là et notre toute première commande, non, nous allons taper ici, ça s'appelle PWD. Afficher le chemin du répertoire courant.
Donc, PWD vous permet d'afficher ce qu'on appelle le chemin. En fait, comprendre les chemins dans un système Linux est hyper essentiel. Donc, si je tape là PWD, comme vous pouvez voir, automatiquement, ça me dit exactement à quel niveau je me retrouve. Par exemple, dans votre machine Windows, vous pouvez dire, allez, pardon, j'ai déposé le rapport du stage dans le dossier Mes documents. Donc, dans Mes documents, ça veut dire le chemin du fichier. En fait, c'est dans le disque, c'est User Document. Vous pouvez dire, j'ai déposé au bureau. La plupart du temps, ce serait dans le disque C, le nom de l'utilisateur, de votre machine, bien évidemment. Et bref, je peux même vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, si je dis le disque C ici, vous voyez, ça c'est la racine, le disque C, D. J'ai deux partitions ici. Et tout ceci, c'est un chemin. Voici ça. Nous sommes au chemin 10PC. Et là, si je vais dans mes documents, là, actuellement, je suis sur ce chemin document. Et voici en fait d'où est le chemin. Donc c'est users. Il peut arriver plusieurs utilisateurs. Donc on met users d'abord au pluriel et puis le user. Malheureusement, j'ai mis user ici comme user au lieu de par exemple duplex ou au lieu de Kamju. Et puis nous sommes dans le répertoire document. Et dans ce répertoire document, par exemple, nous sommes dans sound recording. Sound recording. Bref, là nous sommes déjà au niveau d'un dossier. Et dans ce dossier qui s'appelle document, je suis allé dans un autre dossier qui s'appelle Sound Recordings. Bref, je vous montre ce chemin parce que c'est ce que nous allons plus nous référer ici. Vous voyez, quand je mets PWD, il me dit je suis à la racine. Ici, dans le système Linux, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le disque C ou le disque D, même si vous avez partitionné ou quoi que ce soit. Par contre, la plupart du temps, le chemin commence par la racine. Et la racine, là, c'est juste ceci. C'est juste une barre. Comme vous voyez, pour le cas ici, ça commence avec barre, home et Kamju et desktop. Je suis en fait dans le desktop. Donc, si je fais CD, bref, si je rentre là, vous avez vu à quoi c'est cette commande. À tout moment, je vais utiliser PWD. En fait, ça, c'est le cas où vous arrivez dans votre système Linux et vous vous demandez, mais je suis dans quel répertoire actuellement? Vous tapez tout simplement PWD et vous saurez exactement dans quel répertoire vous y trouvez. Donc, ça vous donne ce qu'on appelle le chemin absolu. Et pourtant, celui-ci vous permet également de savoir où vous êtes, mais sauf que ça vous donne le chemin relatif. C'est relatif, c'est pas absolu, c'est pas absolu. Je sais pas trop comment expliquer les deux, mais et là, c'est tout. Je rentre là, je prends la deuxième commande. La deuxième commande s'appelle LS. LS, liste les fichiers du répertoire. LS vous permet de lister, ou en français facile, afficher les fichiers et les dossiers qui se trouvent dans un répertoire, dans votre répertoire courant en fait, par défaut. Donc vous voyez, on peut taper ls, on peut taper ls-l, on peut taper ls-a et même ls-la, bref, il y a beaucoup de combinaisons. Allez, nous on rentre là et on dit la pratique vaut mieux que la leçon. Donc si je mets ls, vous allez voir que ça me affiche ce qui est dans le desktop. Ça m'affiche tout ce qui se trouve dans le desktop. Vous voyez un peu. Donc si je mets ls encore et je mets -l, voilà, vous voyez qu'il y a changement. Pourquoi? Parce que j'ai passé ceci qu'on appelle un flag ou un paramètre à cette commande. Et ici, nous tapons, tout ce que nous sommes en train de taper ici s'appelle les commandes. Donc, et ces commandes sont interprétées par ce qu'on appelle un shell. Un shell. Donc, le terminal, en gros, ce n'est pas ça qu'on appelle le shell. C'est juste une sorte d'application qui vous permet d'intégrer, donc qui vous permet d'accéder au shell qui est en fait un autre programme. Le shell, c'est en fait celui-là qui connaît communiquer avec le système d'exploitation. C'est comme une sorte d'interface qui permet de communiquer avec le système d'exploitation. Le système d'exploitation, de façon globale, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un gros logiciel, vraiment gros comme le système d'exploitation Windows, Linux. C'est un gros logiciel qui, en fait, connaît utiliser les ressources d'un ordinateur. Les ressources d'un ordinateur, en réalité, un ordinateur, c'est juste une composante électronique constituée des circuits.
par exemple, beaucoup de transistors, surtout, qui prennent les commandes sous forme de plus et moins 5 volts et blablabla. Bref, je ne suis pas quand même trop fort dans celui-ci. C'est juste pour vous expliquer un peu. Et pour que vous puissiez utiliser ces hardware, donc ces hardware comme le disque dur, les RAM, le CPU ou les processeurs, les cartes graphiques, la carte mère et ainsi de suite, vous devrez en fait utiliser votre écran. Et cet écran vous donne cette possibilité. Donc, il y a donc deux interfaces qui vous permettent d'interagir avec le noyau. Donc, le noyau qui connaît communiquer avec ces hardware-là. Et soit vous utilisez l'interface graphique qui sont les icônes, on clique, on double-clique, on voit, ça s'affiche et ainsi de suite. À part l'interface graphique, vous avez également ce qu'on appelle les commandes prompt ou le shell. Donc, c'est d'où nous sommes en train d'utiliser plutôt le shell ici, parce que je vous ai dit, nous n'allons pas du tout utiliser l'interface graphique. Donc, c'est le shell qui est en train de prendre nos différentes commandes ici. Et comme nous tapons ls pour afficher tout ce qui se trouve dans le dossier ou répertoire desktop, nous lui disons ls pour lui dire fais un affichage long. L'affichage long ici vous dit donne tous les détails avec de chaque truc qui se trouve, de chaque dossier ou fichier qui se trouve. Généralement, dès que c'est coloré comme ça en bleu, la plupart du temps, ça veut dire un dossier. Mais pour savoir si c'est un dossier ou un fichier, parce que si vous aviez plusieurs trucs ici dans le desktop, automatiquement, vous allez voir plusieurs affichés. Pour l'instant, ça veut dire qu'on a une seule chose qui est First Project. Et First Project, c'est en fait un dossier. C'est pour ça qu'il y a D. Si c'est plutôt un fichier, vous allez voir tiret, juste un tiret ici. Et D veut dire Directory. Donc les fichiers tiret, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, j'ai tenu à vous dire. Et donc bref, c'est déjà pour vous expliquer pourquoi cette longue ligne avec beaucoup d'informations. À part le D qui signifie déjà que c'est un directory, nous avons cette deuxième colonne qui représente en fait ce qu'on appelle les permissions sur ce dossier. Les permissions sont divisées également ici en 3 catégories, je crois bien. Voilà, oui, en 3 catégories. Voici la première catégorie qui représente les utilisateurs. Donc, l'utilisateur a les permissions de read, write and execute. Bon, bref, je vais y revenir. Le groupe, à part les utilisateurs, il y a les groupes d'utilisateurs. En fait, un groupe d'utilisateurs. Et il y a ce qu'on appelle les other users, donc les autres types d'utilisateurs. 3, ici, je ne me rappelle plus trop ce que ça représente. On a également l'utilisateur le owner, donc on appelle ici le owner. Et ici, c'est le groupe, le name du groupe. Le owner, généralement, a par défaut le même nom que le nom du groupe. Bref, je veux dire, le groupe a par défaut le même nom que le nom d'utilisateur. Ici, je crois que c'est la taille en bytes, donc en bits. Et puis, la date à laquelle la dernière date à laquelle il a été modifié ce fichier ou ce dossier. Donc, de façon globale, c'est ça. Nous pouvons également dire ls-a, vous voyez, et bim, vous voyez ce que ça fait. Ça vous affiche 3 choses pour l'instant. Parce que chaque fois qu'il y a un espace, ça veut dire que c'est une chose différente. Donc, ça a affiché un truc qui est bleu, un autre qui est, je veux dire, point, 2 points et first folder là. Maintenant, je veux qu'il affiche un peu avec plus de détails pour qu'on ait plus de vision. Donc, c'est d'où je peux mettre A, qui est l'option A ici, et je mets L pour l'option L ici. Donc, ça va afficher non seulement celui-ci, et afficher toutes ces longues informations pour qu'on ait plus de détails. Voilà. Donc, vous pouvez directement voir ici que le point-ci, en fait, représente ce qu'on appelle un directory. Donc, c'est un dossier. Même le 2.6, c'est un dossier. Et ce sont des dossiers qu'on appelle dossiers cachés dans Linux. Donc, le tiret A veut dire affiche tout ce qui est là, même les dossiers qui sont cachés. Et la plupart du temps, les dossiers cachés commencent toujours avec point devant eux. Et d'où vous pouvez voir le reste des détails. Ces fichiers sont créés automatiquement par, je veux dire, ces 2 dossiers points et 2 points sont automatiquement créés par le système Linux à chaque fois que vous créez un répertoire. Surtout, je veux dire ici, un dossier. Donc, c'était assez capital que je vous en parle. Là, on a vu ce que c'est que ls pour liste, donc pour lister ou afficher. Là, on continue avec notre liste. Après, on a ce qu'on appelle le cd,
change de répertoire, donc, ou change directory. Change directory, je suis dans le répertoire qui s'appelle le Home, User, Document par exemple, ou Desktop par exemple. Et puis, bref, je vous explique cette commande. OK, je peux dire CD, n'est-ce pas? La plupart du temps, on fait toujours ls pour voir ce qui est dans le répertoire où nous nous trouvons avant de savoir où aller. Bon, la plupart du temps, sauf si vous connaissez déjà le chemin ou la structure du dossier dans laquelle vous vous trouvez par cœur et vous n'avez plus besoin d'essayer de savoir ce qui est dedans. Bon, quand vous arrivez sur une machine nouvelle que vous ne connaissez pas, vous faites beaucoup de ls à chaque fois que vous naviguez. Et ls est un peu comme vos yeux dans un système normal. Quand vous êtes dans un système normal comme ça, vous êtes ici, vous voyez ceci. Donc nous sommes dans ce dossier, on voit directement ceci. Dès que nous sommes dans le dossier, si on voit tout ce qui est là. Or, sur Linux, on doit mettre ls avant de voir tout ceci. C'est d'où ls est très important. Parce que quand on voit ceci, si je veux aller dans projet, directement, je vois projet. Si je ne sais même pas qu'il y a projet ici, je ferai comment? Je mets ls et puis il me montre. Et là, je peux double-cliquer pour entrer dans projet. Double-cliquer pour entrer dans projet, c'est exactement la même chose comme si je faisais cd pour dire change directory et first name. Je veux dire first project. Vous voyez? Là, je suis maintenant dans le dossier ou le répertoire first project. Et là, ce qui se passe, c'est que pour ouvrir ou double-cliquer, ouvrir un dossier, vous utilisez tout simplement CD. En fait, ça veut dire Change Directory, comme j'ai expliqué. Et là, quand vous allez Change le Directory, vous allez directement vous retrouver dans le bon répertoire. Vous mettez CD, qui est la commande, et puis l'option, c'est le nom du répertoire à laquelle vous voulez vous rendre. Nous sommes dans un dossier qui s'appelle Desktop, et on veut se rendre dans un autre dossier qui s'appelle le First Project. C'est d'où on met CD, espace First Project. Et là, on appuie sur Entrée et directement, on se retrouve dans First Project. Il est question ici, je ne sais pas ce qui est dans First Project, donc je mets ls. Et puis, il me dit, dans First Project, tu as deux fichiers. Un qui s'appelle file1.txt et l'autre qui s'appelle file2.txt. Donc, c'est juste des simples fichiers texte. Et là, c'est comme ça qu'on navigue dans le répertoire Linux. Donc ici dedans, je vais pouvoir créer d'autres dossiers. Vous allez, je reviens là, voilà, à part CD qui nous permet d'arriver, ou même CD 2 points de retourner. Bref, les 2 points-ci, je veux dire ces 2 lignes-ci, signifient quelque chose et nous allons les utiliser. Le point signifie le répertoire courant. Et le 2 points signifie le répertoire parent. Je suis ici dans quel répertoire? Dans le répertoire qui s'appelle le First Project. Donc, si je mets CD espace point, par exemple, comme ceci, j'appuie sur Entrée. Je suis en train de lui dire, allez, change le répertoire, tu rentres dans le même répertoire. En fait, dans le répertoire courant, parce que c'est ce que le point veut dire. Représente tout simplement le répertoire courant. Et si je dis CD, 2 points, je suis en train de lui dire rentre ou change le répertoire, tu vas dans le répertoire parent. Si nous sommes dans First Project et qu'on peut facilement voir ici que son parent c'est Desktop. Bref, pourquoi? Parce que First Project se trouve dans un dossier qui s'appelle Desktop. Ça veut dire que le parent en ce moment c'est Desktop. C'est d'où nous pouvons rentrer sur Desktop en tapant tout simplement CD 2 points. Et boum, vous voyez que le chemin a encore changé ici et on est actuellement dans le desktop. Et c'est comme ça qu'on utilise point ou 2 points. Et je vais y revenir parce que lorsqu'on aura beaucoup de dossiers, beaucoup de fichiers, je vais vous montrer comment aller plus en profondeur. OK. Donc, nous allons voir une prochaine commande carte qui permet de créer ce qu'on appelle un nouveau dossier. Créer un nouveau dossier ici, c'est tout simplement make directory. Donc ça, c'est la commande et ça, c'est l'option, donc le nom du dossier. Par exemple, si je viens là, je clé d'abord. Donc, je vais vous expliquer. Vous voyez cette commande que j'ai tapée clé, c'est tout simplement pour dire efface-moi ce terminal pour que j'ai de l'espace. Le terminal, c'est un peu comme votre tableau à l'école où vous avez écrit jusqu'à le tableau est tout rempli. Vous dites à un enfant d'effacer.
ou à un élève d'effacer. Donc, je dis tout simplement à ce monsieur qui s'appelle Claire, si elle et R, c'est en anglais, en fait, ça veut dire clean, ça veut dire efface, ou ça veut dire nettoie, quelque chose comme ça. Oh, désolé, j'ai fait une connerie, j'ai touché une touche qu'il ne fallait pas. Donc, j'appuie tout simplement Claire et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, il a effacé le tableau pour moi et on peut recommencer. Donc, la prochaine commande était MKDRI. Ça s'appelle Make Directory. Donc, to create a new directory. Donc, so here we are going to use this to create another directory in the same repository. I mean in the same directory actually. This is tautology, but je voulais juste dire, ici, nous allons utiliser make directory pour créer encore un autre répertoire dans le répertoire courant. Donc, dans le répertoire, nous trouvons qui est rien d'autre que desktop. Donc, si je mets make directory, j'appelle ça maintenant second projet par exemple, et puis j'appuie sur entrée. Vous voyez, il a été créé, mais sauf que vous ne voyez pas. Comment vous faites pour savoir s'il a été créé? Vous faites LS. Et là, vous voyez first project, second project qui sont là. Et c'est comme ça qu'on utilise ce fameux make directory, MKDIR. Voilà, ça vous permet de créer des dossiers dans le répertoire où vous vous trouvez. Et là, je veux rentrer dans ce répertoire que je viens de créer, seconde. Et comme je viens d'écrire seconde, je n'ai pas fini. Je vais vous montrer également un raccourci qui vous permet d'auto-compléter tout ce que vous voulez écrire. Parce qu'ici, on doit juste saisir tout. J'appuie sur la touche Tab de mon clavier et ça dit qu'est-ce qui commence dans le répertoire où je me trouve. Qu'est-ce qui commence avec second? Il n'y a que second directory. Je veux dire second project. Donc, il va directement l'auto-compléter comme ça. Dès qu'il l'auto-complète, j'appuie sur Entrée. Et là, subitement, je suis dans ce répertoire. Et dans ce répertoire, qu'est-ce que nous avons? LS, rien. Nous avons rien. Donc, quand je mets LS entrée, ça me dit rien. Donc, je peux maintenant vous montrer comment créer nous-mêmes nos propres fichiers. Bref, ici, il nous montre comment supprimer un dossier. Mais avant cela, je vais d'abord vous montrer comment créer. Il y a une commande qui s'appelle touch. Touch, tout simplement comme ceci. Je peux appeler file 3 par exemple de .txt. Oh là là. .txt comme ceci. Et là, si je fais maintenant ls, vous allez voir que dans mon répertoire second project, j'ai maintenant un fichier qui s'appelle file3 ou fichier 3.txt. .text en fait. Et là, je crois qu'on est quitte. Maintenant, je vais vous montrer comment créer encore un autre dossier ici dedans. MD, je vais dire make directory, right? Je vais appeler ça test, juste. Et je dis ls. Vous voyez que pour l'instant, j'ai un fichier et j'ai un dossier. Si je fais ls, c'est juste un rappel mémoire AL pour que ça affiche les détails avec beaucoup de détails. Vous allez voir que le fichier, cette fois-ci, je vous ai dit, il commence avec un tiret au lieu de D. Quand ça commence avec D, ça veut dire que c'est un directory. Par contre, ici, ça commence avec tiret tout court pour dire c'est un fichier. Maintenant, je voulais créer le dossier textc, tout simplement pour pouvoir vous en parler de cette prochaine commande qui s'agit de supprimer un dossier vide. Pour l'instant, test que je viens de créer, c'est un dossier vide. Donc, je peux dire R directory. Donc, R veut dire remove. RM, je veux dire, veut dire remove. Et DIR veut dire directory. Donc, vous mettez le nom du directory. Ici, maintenant, je peux dire remove directory. Je mets TE. J'appuie sur la touche tabulation. Il sait directement que je parle de test. Et là, si j'appuie sur Entrée, vous allez voir maintenant que si je fais LS, je ne peux plus voir notre dossier qui s'appelait test. Vous voyez, il n'y a que le fichier file3.txt qui existe maintenant encore parce que je viens de remove le directory. Mais vous devrez utiliser cette commande si le directory ici est vide. Parce que s'il y avait quelque chose, ça n'allait pas marcher. Exemple, j'ai dit make directory test again. Voilà. Désolé. Voilà. Si je mets ls, vous voyez qu'il y a text again. Je peux rentrer dans text again là.
en faisant cd test, j'appuie sur la tabulation, ça m'auto-complète ça, j'entre dedans, je suis maintenant dans le dossier là. Je peux encore utiliser la commande qui permet de créer des fichiers, ça s'appelle touch, comme ceci. Je mets tout simplement text.html par exemple. Donc je veux créer comme ça un fichier HTML. Si je vais ls, le fichier HTML a été bel et bien créé. Je peux créer aussi un autre fichier qui s'appelle script.js. Ah là là, vous voyez, quand je tape une commande qui n'est pas correcte, il me dit script.js command not found. Bref, parce que ça ne fait pas sens pour lui. En gros, je voulais d'abord mettre touch, comme ceci. Et puis, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, je viens de créer déjà deux fichiers. Le fichier script.js et le fichier txt.html. Je peux créer autant que je veux. Et là, si je rentre maintenant, je veux rentrer dans le dossier parent. Le dossier parent du dossier dans lequel je me trouve maintenant, c'est Second Project. Voici le dossier parent. Pour savoir généralement le dossier parent, vous voyez juste le dossier actuel. Et sachez que le dossier-ci représente le dossier parent. Ça, c'est le dossier grand-parent. Vous voyez. Et là, si je dis cd 2 points, comme ceci, là, il rentre dans le dossier parent. Et si je fais ls, je peux voir fichier 3 et je vois text again. Et dans text again, j'espère que vous voyez bien de quoi je parle. Et dans text again, si nous avons deux fichiers, le fichier script.js et le fichier text.html. Je veux le supprimer en utilisant mk directory comme ceci et je dis texte comme ceci. J'appuie sur Entrée. Ils disent la commande déjà était fausse. Désolé. Je voulais dire remove rm directory. Qu'est-ce que j'ai foutu? rm. Bon, bref. Je remets encore la commande remove directory. Voilà. Remove directory qui s'appelle test again. J'appuie sur Entrée. Ils disent fail to remove text directory. Directory not empty. Directory not empty. Voilà. Justement parce que le répertoire n'est pas vide. Par contre, si vous voulez supprimer un dossier qui a déjà quelque chose à l'intérieur, cette commande n'est plus valide. Plutôt, cette autre commande qui s'appelle rm devient valide. Supprimer un fichier ou un dossier avec l'option "-r" pour recursive. Vous pouvez supprimer un fichier tout simplement en mettant rm fichier ou rm-dossier comme ceci. Donc, je vous montre tout. Là, nous sommes dans quel truc? Nous sommes ici. Si je mets rm, je mets test comme ceci. Ils vont toujours me dire cannot remove test again. It's a directory. C'est directory. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un directory, vous devrez mettre "-r". Bref, quand un directory a déjà quelque chose ou quand un dossier a déjà quelque chose, vous utilisez rm-r comme ceci. Vous pouvez, si vous voulez, mettre f pour dire forcer. Donc, "-r" veut dire recursively. Donc, de façon récursive. Donc, ça doit aller un à un, supprimer tous les fichiers un à un qui s'y trouvent dans ce dossier et à la suite supprimer le dossier à lui-même également. Par exemple, si je dis là, test quoi? Again. J'appuie sur Entrée. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus eu d'erreur. Je fais ls. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout ce fichier ou ce dossier qui s'appelle test again. Je ne sais pas si on se comprend, mais je vais d'abord dire à cet enfant qui s'appelle Claire d'effacer le tableau pour moi. Voilà. Nous avons vu comment supprimer un dossier qui est vide. Nous avons également vu supprimer un dossier qui a des informations. Et maintenant, si nous voyons tout simplement ça, je veux tout simplement vous montrer une dernière chose. mk directory, je veux quelque chose encore qui s'appelle test. Je veux créer aussi, j'utilise la touche. Il y a la touche des flèches qui montent vers le haut comme ceci. Je ne sais pas, je vais un peu illustrer. Donc sur votre clavier, il y a une touche qui monte comme ceci, qui a une flèche qui monte. Et il y a une autre touche qui a une flèche qui descend comme ceci.
Voilà. Avec cela, vous avez la possibilité, je vais dire bien ici, de revenir sur les commandes passées. Donc, c'est d'où je voulais revenir. Ici, si j'appuie sur la touche du clavier avec la flèche qui monte vers le haut, ça me revient sur mes anciens trucs. Je peux mettre ici Hello. Cette fois-ci, ça me crée aussi un autre dossier qui s'appelle Hello. Si je fais ls, vous voyez qu'il y a maintenant jusqu'à 3 éléments ici dedans. Maintenant, si nous voulons supprimer tout ce qui est ici dedans, je veux dire tout ce qui est dans le répertoire où nous nous trouvons. Je ne sais pas si vous comprenez bien, pas supprimer le répertoire. Du genre, tu es dans un dossier quelconque et tu veux supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tu utilises toujours la commande remove. Tu mets point cette fois-ci pour dire current directory. Tu dis remove current directory. In the current directory, you are removing voilà, recursively. Je crois qu'il faut aussi utiliser recursively. Remove recursively everything in the current directory like this. Je crois bien. Oui, donc ici, current directory, ils disent, quand tu fais ceci, ça veut dire current directory parce que ici, c'est le point. Maintenant, tu lui dis tout ce qu'il y trouve avec l'option étoile, comme ceci. Donc, si j'appuie sur Entrée, je crois que c'est bon. Si je fais ls, vous voyez, il n'y a plus rien. Par contre, il y avait tout ceci à l'intérieur. Donc, cette commande, faites gaffe avec la commande qui s'appelle rm. Vous pouvez même entrer dans un dossier où il y a tous les fichiers système de votre machine. Vous tapez la commande avec l'option sudo, dont nous allons voir même. Et puis, vous supprimez tout le contenu de votre système d'exploitation. Et par la suite, c'est fini. Vous aurez perdu votre système d'exploitation. Je veux dire, Ubuntu, donc c'est une commande à faire très très attention qu'avec. Ça vous permet de supprimer des trucs, mais pas vraiment gâter votre machine si vous ne savez pas bien l'utiliser. Voilà. Donc, je vous ai déjà parlé de cette commande qui s'appelle touch, créer un fichier vide. Donc, touch, justement, vous mettez tout simplement touch et puis vous mettez le nom du fichier. Maintenant, nous allons voir quelque chose qui s'appelle cp, qui veut dire copier. Copie. Copier un fichier ou un dossier. Si nous voulons copier un fichier, je dis cp, le fichier 1 au fichier copie. Donc, bref, ça c'est la source. Je veux copier tout ce qui est dans le fichier-ci et le mettre dans le fichier-ci. Maintenant, si le fichier-ci existe, bref, ça doit exister, ça le copie. Maintenant, si le fichier copie.txt n'existe pas, ça le crée et ça met le contenu de tout ceci dedans. C'est cool, c'est cool. Nous allons également voir comment copier un dossier. Pour copier un dossier, vous devez mettre toujours l'option "-r" pour dire recursive, pour dire de façon récurrente. Donc, en fait, ça copie le dossier avec tout ce qui s'y trouve dedans. RC veut dire donc tout ce qui s'y trouve dedans, un à un. Et ça le copie, ça met dans un dossier qui s'appelle dedans. Je vais exactement pratiquer les mêmes cas ici et pour qu'on voie comment ça fonctionne. Donc, je clé d'abord mon terminal et je lui dis ici à l'intérieur, dans Second Project, nous n'avons plus rien. Donc, je touch d'abord pour créer quelque chose que j'appelle fichier. Voilà. J'ai mis touch. Il y avait une erreur. Voilà. Vous utilisez que les touches de votre clavier. Cette fois-ci, on utilise les touches du clavier qui vont dans le sens ci et les touches qui vont dans le sens ci. Cela vous permet en fait de pouvoir rapidement aller vers la gauche, comme vous m'avez vu, aller vers la gauche pour effacer le NC. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est assez capital. Je tenais aussi à vous parler de ça pour que vous ne vous sentez pas perdu en me voyant naviguer comme ça. Donc, je voulais corriger la commande qui s'appelait touch. J'ai mis plutôt touch. C'est bon, ça a créé. J'ai créé un dossier qui s'appelle dossier. Pardon. Je crois qu'il s'appelle dossier 1. Voilà. Ah là là, c'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais plutôt créer un dossier. J'ai plutôt créé un fichier sans même extension, qui ne me sert à rien. Voilà. Make directory, dossier 1, file existe. Bon, il y a un fichier qui existe déjà et je vais d'abord le supprimer. Vous voyez?
Donc, je vais rapidement faire remove sans, remove sans aucune option. Je mets dossier. J'appuie sur la touche tabulation, ça m'auto-complète. Et puis là, je suis sûr que c'est bon. Je peux rentrer maintenant, je tape cette même commande en utilisant les flèches du haut ou les flèches du bas pour défiler. Vous voyez, jusqu'à trouver la commande dont vous voulez exécuter, vous laissez, vous arrêtez là, vous tapez sur Entrée. Si on fait ça, on va voir maintenant qu'on a deux choses ici dedans. Il était question pour moi de vous montrer ou illustrer la commande CP. Donc, je clé d'abord le terminal. Je vais de temps en temps utiliser le clé là CP. Cette fois-ci, je copie le fichier, le contenu du fichier 1 là. Je vais le copier dans quelque chose qui s'appelle copie.txt. Mais en gros, il n'y a même rien dans fichier 1. Donc, je préfère mettre d'abord quelque chose dedans. Je peux l'ouvrir dans ma machine réelle ou c'est pas trop. Je peux cacher ici. Voici le second projet là. Je peux l'ouvrir comme ceci. Voici le fichier 1 là. Peut-être qu'il n'y a rien. Open with text editor. Je peux mettre ici bonjour à tous. Si vous aimez ce contenu, si vous aimez cette master class, laissez des pouces bleus. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut liker la vidéo. Et puis, laissez également des commentaires. Je vous en prie, pour dire merci ou quelque chose comme ça. Là, la vidéo soit rendue virale. Voilà, donc je viens de le faire. Je peux enregistrer et puis je ferme. Si nous, on rentre là maintenant et on tape la commande, oui, je rouvre ça. Si nous, on tape maintenant la commande copie fichier 1 à copie. Oui. .txt comme ceci, j'appuie sur Entrée. Si je fais ceci, vous allez voir que directement, il y a un nouveau fichier qui a été créé et il s'appelle copie.txt. Si vous voulez voir le contenu d'un fichier, vous n'avez qu'à utiliser une commande qui s'appelle cat. Donc, quand nous allons y arriver, je vais vous juste passer. Mais cat comme en anglais chat, donc cat C-A-T, comme si c'était le chat en anglais. Vous utilisez cette commande et puis vous mettez le nom du fichier qu'on voulait visualiser. Si j'appuie là, vous voyez, bonjour à tous. Si vous aimez cette masterclass, laissez un pouce bleu ou des pouces bleus. Laissez aussi des commentaires. Partagez la vidéo et cela va beaucoup m'encourager. Surtout, ça va permettre à ce que YouTube rende, place la vidéo au top de ses algorithmes pour atteindre plus de personnes. Voilà, let's continue. Et nous allons continuer cette fois-ci en disant comment copier le dossier là. Dans ce dossier, en gros, il n'y a rien dessus. Je veux dire le dossier. Je vais prendre le fichier que je viens de créer, appelé copier là. Je vais le mettre dans le dossier qui s'appelle dossier 1. OK. Donc, pour ça, j'utilise toujours CP, dossier, right? Et dans le dossier là, je vais... Non. Je voulais copier celui-ci qui s'appelle copier, comme ceci. Et je le mets, ça c'est la source. Je copie quoi? La source et je le mets dans le dossier destination qui s'appelle ici dossier 1. Je veux que dans ce dossier 1, il le met toujours dans un fichier qui s'appelle copier. Bon, vous pouvez nommer autrement ou vous pouvez laisser le même nom. Donc, tout dépend de vous. Là, si je fais comme ceci, ça va le copier. Si je fais là, nous, on copie, c'est juste fait une copie. Ça a pris une copie de ceci et ça a mis ici. Là. Si nous, on fait ls, je vous montre maintenant certaines astuces. ls, au lieu de faire d'abord cd pour entrer dans le dossier ci, qui s'appelle dossier 1, avant de voir s'il y a quelque chose qui s'appelle copie. Par exemple, comme ça, cd, dossier. Je suis maintenant dans le dossier 1. Si je fais ls, vous allez voir copie. En fait, ça, c'est la copie que la commande m'a permis de le faire.
Mais sauf que vous ne pouvez pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans un dossier avant de voir son contenu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer une fois comme ceci. Et puis, vous pouvez tout simplement dire ls dossier pour lui dire affiche-moi le contenu de ce en fait, qui se retrouve dans ce répertoire. Ce répertoire, ça peut être plus long que juste une ligne. Vous voyez, ça va toujours vous afficher ça. Voilà. Et là, nous avons vu comment copier un fichier dans un dossier. Nous avons vu comment copier un fichier et le nommer. Donc, la première commande consistait à copier un fichier ici et le nommer autrement. Deuxième, nous avons copié un fichier pour le mettre dans un dossier. Je vais vous montrer comment copier un dossier pour le mettre dans un autre dossier. OK? OK. Donc, si je dis CP dossier, je veux le déposer dans un autre dossier qui n'existe pas. Donc, il va créer directement et le déposer dedans. Mais si ça existait, ça allait déposer dedans. Dossier 2, comme ceci. Et puis, si j'appuie sur Entrée, ils disent ah là 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 là, oui, oui, quand vous voulez faire un dossier, quand vous voulez copier un dossier, rassurez-vous toujours de mettre l'option -R pour recursif. J'avais juste oublié et vous voyez l'erreur. Ils disent cp.-r not specify, omitting directory. Voilà, vous voyez. Parce que ils pensent que je devrais le mettre. Non, si j'appuie sur Entrée, automatiquement, il a créé un nouveau dossier qui s'appelle dossier 2. Et si nous voyons ce qui est dans dossier 2, en disant ls dossier, vous voyez, cette fois-ci, je mets dossier et j'appuie sur Tab. Ça complète jusqu'à ça s'arrête ici. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si je parle, je veux qu'il auto-complète dossier 1 ou dossier 2. Il est perdu. Par contre, je veux plutôt dossier 2. Donc, c'est d'où il s'arrête là et je complète moi-même avec 2. Et j'appuie sur Tab pour que ça met le slash C, le forward slash C. J'appuie sur Entrée. Vous voyez que même dans le dossier 2ci, il y a ceci parce que lui, il a été copié du dossier 1. Je crois que vous avez compris beaucoup de choses. Et là, je vais vous montrer également autre chose. Je vais comme ça rentrer d'ici pour tomber ici. Donc, je fais tac. Vous voyez, ça va me faire changer de répertoire sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ça. Donc, ça va rentrer dans le premier, ça va lui permettre de quitter de ce dossier, second dossier, pour rentrer dans le dossier desktop. Vous voyez? Et je veux qu'il quitte aussi du dossier desktop. Et quand il va quitter le dossier desktop, il va se retrouver à la racine. Si j'appuie sur Entrée, vous allez voir là où ça se retrouve. Ça rentre à ce niveau. Ça rentre à ce niveau. Et c'est comme ça que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire même CD -- plusieurs fois comme ça, selon exactement où vous vous trouvez, avant d'y arriver là où vous voulez aller. Et je peux, à partir d'ici, ls, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout ceci. Je peux dire CD document, ou je peux dire, allez, je vais vous montrer des commandes un peu plus sérieuses déjà. Toujours pour copier, si je vais C, je veux -R, parce que je veux copier des dossiers. Je veux prendre le dossier qui s'appelle dossier 2 là. Je veux le déposer dans mes documents. Vous voyez que actuellement, je suis dans un dossier où il y a mes documents, n'est-ce pas? Donc, ce que je fais, c'est que je vais cp-r. Pour trouver le dossier 2 là, je dois rentrer dans desktop. Comme ceci. Dans desktop, je dois rentrer dans second project. Dans second project, je veux copier le dossier qui s'appelle dossier 2, comme ceci. Je veux le copier où? Je veux le copier à partir d'ici, là où je me retrouve. À partir d'ici, quand je fais ls, je vois quelque chose, ça veut dire que je peux directement mettre le nom de cette chose-là. Donc, je veux qu'il copie le dossier-ci. Il le met dans document, comme ceci. Vous allez voir que, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte que quelque chose s'est passé,
Mais si nous, on fait maintenant ls document, pardon, on va voir que dans document, nous avons maintenant un dossier qui s'appelle dossier 2. C'est parce que j'ai pu le copier comme ceci. Je crois qu'à partir d'ici, ça va commencer à embrouiller ceux qui ne comprennent pas bien Linux. Mais prenez la peine de bien comprendre. Donc, je mets -R parce que c'est un dossier que je vais copier. Et il s'agit de quel dossier? Il s'agit du dossier 2. Et le dossier 2 se trouve plutôt dans un répertoire qui s'appelle... On commence d'abord par desktop. On entre dans son dossier à desktop qui s'appelle second project. Et on prend le dossier même en question. Et là, on lui dit, rentre dans le répertoire qui s'appelle document. Tu le déposes là-bas. En fait, c'est là où tu déposes la copie. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a également MV qui marche exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on met MV. MV, au lieu de copier, ça coupe. Donc, c'est comme si on dit couper. Donc, ça ne laisse plus l'élément en question, ça coupe une fois. Et c'est presque pareil. Ce que je vais faire ici, c'est je vais faire MV et je dis coupe-moi recursively le dossier dans desktop second project. Je veux dossier 1. Dossier 1. Je veux qu'il coupe le dossier 1 et le dépose dans document. Comme ceci. It is quoi? Invalid option. Ça permet plus de prendre plutôt les fichiers ou quoi? Ah ben, quand c'est comme ça, on n'a plus forcément besoin de... Ah, ok. Quand il s'agit de MV, même si on veut couper un dossier, on n'a pas besoin de spécifier recursively. Parce que moi, j'ai mis recursively ici, croyant que, étant donné que c'est un dossier, bref, vous savez, on ne retient jamais toutes ces commandes-ci par cœur. Surtout que ChatGPT est là. Si vous avez des petites incompréhensions, même en suivant ce tuto, s'il y a des trucs que j'ai parlé et que vous n'avez pas bien compris, mettez pause, allez dans ChatGPT et posez-lui la question comme si vous étiez devant moi et vous vouliez me poser. Et surtout, si vous voulez vraiment aller plus loin avec ces genres de contenu, je vous exhorte à prendre le programme d'accompagnement BiProDev parce que ici, c'est juste en sorte une très petite partie d'un programme très complet que j'ai appelé le guide complet ou le guide ultime pour commencer à contribuer au logiciel open source. Et c'est une formation qui va se vendre énormément. Et actuellement, même, vous pouvez réserver votre place à tout simplement à 75% de réduction. Je dis bien 75% de réduction. Parce qu'une fois que la formation est complète, je crois dans les 10 jours prochains, vous aurez la formation à 100% de son coût qui va valoir au minimum 20 000 francs CFA. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp et puis dites-moi que vous êtes intéressé à réserver votre place. Je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. 5 000 francs seulement. Donc, ou environ 10 $. Voilà. On va continuer et que ce soit un fichier ou quoi que ce soit. Donc, je vais également utiliser la même commande MV. Bon, pour l'instant, je suis même où? Je suis là. Je vais rentrer dans CD Second Project. Non, c'est dans Desktop. Ouais. Comme ceci. Si je vais faire LS. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Je voulais dire CD, comme ceci, pour changer le répertoire et rentrer dedans. Voilà. Si je fais LS, vous voyez que ici, je n'ai plus le dossier 1 parce que je l'ai coupé. Je l'ai coupé plus haut ici pour le déposer dans document. Je vais également couper ce fichier qui s'appelle copie et le déposer aussi dedans. Aussi simple que MV pour dire copier, couper. Mais maintenant, je suis dans quel dossier? Je suis dans le dossier où je vois visiblement copier là. Donc, je n'ai plus besoin de taper /desktop second. Non, je tape directement le nom du fichier et je lui dis, cette fois-ci, maintenant, étant donné que je veux le déposer dans mes documents se trouvent sur quel chemin? C'est ça ce qu'il faut bien retenir. Mes documents, pour que j'y arrive, je dois d'abord mettre 2 points pour sortir d'une étape dont je sors. Dès que je mets 2 points, je sors d'ici. Je mets encore 2 points pour sortir et entrer dans Desktop. 2 points comme ceci.
Voilà. Là, je suis maintenant ici. Je suis maintenant ici. Et je peux voir directement desktop, download, blablabla, document. Donc, si je mets document, si vous mettez document et puis vous tapez sur tabulation, ça n'auto-complète pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Parce que l'auto-complétion, complément, donc, auto-complete ici, se rassure que le fichier que vous voulez auto-compléter existe. Bref, il se base des noms des fichiers ou des dossiers que vous êtes en train de vouloir auto-compléter. Donc, j'appuie sur Entrée, ça donne justement parce que je suis dans le bon répertoire. Cette commande va donc couper le fichier du répertoire courant, copier de texte et puis le déposer dans rentrer 2 étapes en arrière pour tomber ici à la racine. Parce que quand on rentre d'une étape, on sort de ce dossier. Après, on rentre encore, on sort de ce dossier. Et là, on peut maintenant voir tout ceci. Et directement, on voit document. Donc, si j'appuie sur Entrée là, vous voyez que bingo, il n'y a plus justement de copier ici. Il y avait précédemment ça, mais pour l'instant, il y a seulement dossier 2 et fichier 1. D'où, si nous, on fait ls, document, je veux lister tout ce qui est dans document, dans le répertoire-ci. Directement, je peux voir copier là qui est maintenant à l'intérieur. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Voilà, nous finissons comme ça les 10 premières commandes de base. Nous avons déjà vu 4C. 4 vous permet juste d'afficher les fichiers ou le contenu d'un fichier quelconque. Donc, je ne sais pas trop. Si je fais 4, file, fichier 1, automatiquement, ça m'affiche tout ce qui est dedans. Que ce soit quoi, vous allez toujours pouvoir rapidement y afficher ou afficher son contenu avec la commande 4. Ok, on continue rapidement. Voilà. Et je dois vraiment accélérer, sinon on ne va jamais finir. Je vois qu'il y a encore trop de commandes. Et apparemment, j'explique trop. Mais je pense, j'aime toujours vraiment prendre la peine pour me rassurer que les gens tirent du max que de juste vous faire une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo. Commande pour la recherche et le tri. Donc, quand on utilise find, c'est pour rechercher des fichiers dans l'arborescence. Par exemple, find dans le répertoire courant, chercher un fichier qui s'appelle, en fait, dont les noms ont, tous les fichiers qui ont l'extension .txt. Ici, nous n'allons pas voir grand-chose, donc je vais rapidement rentrer là. Ici, je mets pwd. Vous voyez, je suis ici. Si je mets ch, voilà, je rentre dans la racine de mon, de mon répertoire. Donc, la racine de mon système d'exploitation. Si je fais ls, j'ai ceci et cela. Donc, si je fais cd, je peux mettre peut-être slash va. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Voilà, je cherche comme ça des fichiers que je pourrais un peu essayer d'exécuter la commande avec. Bon, voyons voir un peu les librairies que nous avons ici. Voilà, bon. Malheureusement, il n'y a qu'un seul fichier qui s'appelle state.state, shell.state, comme ceci. Donc, si je dis find, la commande c'est find. Je dis dot dans le répertoire courant, find tout ce qui a le name dot txt. Bref, tout ce qui a le nom comme ceci point txt. It is permission denied. Voilà. Permission denied parce que je suis dans un répertoire un peu sensible. Vous voyez? Et ils ne peuvent pas se permettre d'effectuer quelque chose là-bas sans les permissions. Et justement parce que je suis actuellement pas en tant qu'administrateur. Et généralement, dans Ubuntu ou dans Linux, bref, dans Linux, la plupart du temps, vous aurez toujours avoir besoin de spécifier les commandes administrateurs. Et pour ça, vous mettez tout simplement sudo, comme ceci. Et puis, vous lui retapez la même commande en disant find dot name et puis vous dites tout ce qui a
cette extension .txt. Et il vous demande le mot de passe. Donc, quand vous utilisez sudo comme ça, il va toujours et toujours vous demander le mot de passe. Même si vous commencez à saisir le mot de passe, vous ne voyez rien. Sachez quand même que c'est juste pour des raisons de sécurité du genre. Vous pouvez être en train de saisir votre mot de passe et que quelqu'un est derrière vous. Il voit. Bref, je vous ai dit dès le début, Linux, ce sont des systèmes qui mettent en considération beaucoup d'accent sur la sécurité. Donc, si je tape la commande avec les permissions sudo, ça marche maintenant. C'est parce qu'ils savent que je les ai dit, je suis administrateur et je suis vraiment dans ma machine. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, quelqu'un d'autre peut venir dans ta machine, il exécute certains types de commandes pour, par exemple, gâter ton système, pour compromettre ton système et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, je vous ai dit, les systèmes Linux, c'est ça qui permet d'héberger des serveurs, des data centers et beaucoup de choses. D'où, si l'on ne fait pas très attention, il peut se retrouver qu'un pirateur est pris, peut-être, bref, que peut-être tu as ouvert une session sur ta machine, tu es en train de travailler sur un système important et que quelqu'un, dès que tu bouges, il vient taper certains types de commandes. Il doit connaître ton mot de passe. Vous voyez, dès que je mets find, que aller dans le répertoire courant, aller prendre tous les fichiers dont le nom, tous les fichiers, c'est ça. Donc, le nom à l'extension .txt. Et là, bam, je vois maintenant tellement de choses comme ça. Et tout ça vient des dossiers cachés. Vous voyez, ça commence avec point. Et nous ne les voyons même pas lorsqu'on tape la commande ici. Quand j'ai tapé cette commande ls, je n'ai rien vu. Pour ceux qui ont été curieux à me demander, mais comment les fichiers là viennent maintenant? Et pourtant, quand on a tapé la commande ici, on n'a rien vu. Mais par contre, quand je suis curieux, je vois que tout ça commence avec point. Qui dit ici, si je tape ls, et vous vous rappelez encore, comment on fait pour voir même les fichiers cachés, je mets LA, comme ceci. Directement, vous allez voir que ça va prendre maintenant en considération beaucoup de choses. Et c'est comme ça. Donc, je crois que là, on a vu comment utiliser la commande find et utilisez-le quand vous voulez vous rassurer de fouiller certains types de fichiers dans un répertoire bien donné. Donc, utilisez ça. Utilisez grepc. Grepc, c'est rechercher une chaîne dans un texte, dans un fichier. Vous avez le nom de votre fichier, c'est un fichier très long. Généralement, c'est les logs. Voilà. Ils ont même nommé log.txt. Généralement, c'est les logs. Et les logs, c'est les fichiers d'où beaucoup d'informations sont écrites lorsque un système s'exécute. Et c'est généralement les fichiers qui peuvent faire même les 100 000 lignes. Bon, ça dépend. Quand même, parfois, ça pèse beaucoup. Ça peut avoir même les 1000, les 2000 lignes. Et pour chercher un mot quelconque dedans, ça peut être très difficile. Par exemple, on dit tout simplement grep, error, dans le mot erreur dans ce fichier. Pour ça, je crois que je peux prendre un fichier ici rapidement que j'ai appelé quoi là? Voilà, dans ce fichier, je vais rapidement prendre le contenu là. Et puis, je vais rapidement rentrer ici. Je vais utiliser ceci pour créer un fichier rapide, éditeur de texte. Bon, c'est dans où? Voilà, je peux le sauvegarder. Il me demande là où je veux le sauvegarder. Je le sauvegarde dans Document. Je dis test. Voilà. Je vais l'appeler tout simplement translation. Désolé. Et c'est un fichier .txt. J'ai un peu de problèmes parce que apparemment ma mémoire est déjà fatiguée. Donc je vais le sauvegarder juste translation.txt. Si je rentre là dans le document, est-ce qu'il est là? Ok. Je crois que c'est bon. Donc tout ce que je veux faire, c'est de rentrer là et je dis document comme ceci. Si je fais ls, oh là là, excusez-moi. Je crois que j'ai le fichier maintenant. Je peux dire grep. Je veux qu'à l'intérieur, là, il cherche un mot qui s'appelle Gemini.
Gemini. Non, il cherche un mot qui s'appelle 1200 $. Il y a ce mot dedans. Voilà, je veux qu'il cherche un mot qui s'appelle 1200 $ dans le dossier Translation. Ok, on utilise grep. Voici la commande. Grep, vous mettez ce que vous voulez chercher dans les codes comme ceci. Et puis, vous mettez le nom du fichier. Si j'appuie là sur Entrée, il dit grep not found. Grep. Oh là là, c'est pas possible. La commande, c'est grep, c'est pas grep. Avec E. Ah, il n'y avait pas 1200 alors. Peut-être 1200 $ là n'est pas exactement comme ça. Voilà. C'est plutôt 1200 $ en anglais. Voilà. Ils disent you can wait until you are home. You have each got a budget of $100 and $200 a month. You want to watch a. Donc, généralement, quand vous utilisez grab là, ça retire la ligne dans laquelle il a trouvé le mot. Et comme vous pouvez voir, il a souligné bien le mot ici en rouge. Donc là, vous pouvez rapidement vous rassurer qu'il y en a ça dans le truc. Par exemple, vous avez généralement besoin de voir peut-être telle ou telle autre chose en fait, par exemple, vous mettez une URL ou une phrase spécifique, il va aller fouiller ça et directement vous donner le contexte. Par exemple, si c'était une URL, ça va vous permettre de lire l'essentiel de l'URL et comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Et puis, bim, on va continuer ici avec notre commande locate. Recherche rapide d'un fichier indexé. Voilà. Si vous voulez fouiller un fichier quelconque dans votre machine Linux, vous mettez tout simplement, par exemple, si j'utilise la même commande là, ils ont là, oh là là. Je suis un peu là, je vais tenter, voilà. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle bash RC ou quoi que ce soit. Bref, ça c'est pour les fichiers indexés. Je vais passer cette commande pour l'instant. Ça vous permet quand même de fouiller certains fichiers système. Vous mettez juste la commande locate et puis bim. Je peux même juste vous dire d'aller rapidement dans ChatGPT. Vous dites please, pardon, explique-moi cette commande. Et lui, il saura vous expliquer. Bien sûr, la commande dit, elle essaie à rechercher rapidement tous les fichiers dont le nom contient ceci, bash rc, n'importe où sur le système. Donc, ça veut dire que dans notre système, il n'y a aucun fichier qui contient cela. Par contre, si je dis quelque chose comme bash, tout simplement comme ceci, locate not found but can be installed with. Ça c'est certainement un programme. Il n'existe pas. Et généralement, ils disent ici commande locate not found but can be installed with. Si vous voulez l'installer, vous tapez tout simplement la commande qui s'appelle sudo pour dire je l'exécute en tant qu'administrateur, apt pour dire c'est le programme qui gère les packages Linux. Install, c'est la commande. Donc sudo le package apt install la commande qui s'appelle locate. Bon, ici il appelle le nom de la commande, c'est plocate. Donc, mais je ne vais pas l'installer ici. Et justement, c'est comme ça que vous installez dans votre système. Ok, on va continuer. Et bim, on peut trier les noms. Par exemple, j'ai un fichier, je vais créer un fichier qui s'appelle nom et puis je vais mettre plusieurs noms dedans et à l'intérieur, je vais utiliser la commande sort pour voir comment le faire. Donc pour ça, pour créer un fichier, j'utilise tout simplement touch nom.txt comme ceci. Je vais vous montrer comment on écrit bien dans un fichier également. Si je fais ls, le fichier il est bien et bel là. Non, je peux maintenant dire echo
Donc, c'est une autre commande que je vous montre. Echo hello. Vous voyez, quand je mets echo hello, ça affiche hello dans la console. Donc, en gros, echo veut tout simplement dire affiche ce que je viens de te passer dans la console. Mais vous pouvez utiliser echo là pour écrire maintenant dans un fichier. Donc, je vais écrire le nom Kamju. Désolé. Et puis, je mets cette flèche-ci pour dire, allez, écrire dans nom. Cette commande, je suis en train de lui dire, écrivez le nom Kamju dans le fichier-ci. Si je dis 4, non. Vous allez voir Kamju. Maintenant, je vais continuer à écrire toujours dedans. Pour ça, cette fois-ci, si vous voulez continuer après la première ligne, rassurez-vous de mettre le signe ci plus de 2 fois. Le signe supérieur ci 2 fois. Voilà. Et vous changez maintenant les noms comme vous voulez. Martin, par exemple. Et puis, je vais continuer. Karem. On va mettre Moussa. On va mettre Touré. On va mettre peut-être Duplex. Et là, ce que je vais vous montrer ici, c'est que je vais faire un 4. Je fais 4, 4 non. Et bim, voilà les noms à l'intérieur. Si je dis maintenant sort ici, non. Oh là là. Vous voyez ce qui se passe. Il les classe par ordre alphabétique. Ça commence par la lettre C, D, K, M, M, T. Donc, c'est d'où vous pouvez avoir un long fichier comme ça. Je suis en train de vous dire quelque chose. Ici, dans Linux, vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'interface graphique. Donc, tout va se passer sur le terminal. C'est d'où beaucoup de ces genres de commandes vont énormément vous aider. Vous avez vu comment j'ai créé un fichier, comment j'ai ajouté du contenu à l'intérieur. On a la commande echo, on a la commande touch pour créer, on a la commande cat pour afficher et ainsi de suite. Voilà, en bon entendeur, salut. On continue. On a maintenant un autre truc qui permet d'afficher. Par exemple, vous pouvez avoir un très gros fichier qui a par exemple beaucoup de lignes. Vous voulez voir juste les toutes premières lignes. Les toutes premières lignes ici. Vous utilisez head. Si vous voulez voir les toutes dernières lignes, vous utilisez tail. Head, si veut dire tête. Head, je veux dire head, tête. Tail, c'est la queue. Et là, ils disent affiche les premières lignes, les premières et dernières lignes d'un fichier. Voilà. Bon, on entendait, salut. Je dis, par exemple, je dis ici, head, translation. Vous voyez, ça m'affiche les quelques, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ou je crois 10 lignes, hein, les 10 premières lignes. Je dis tel, comme ceci, translation. Ça m'affiche également les 10 dernières lignes. Je crois que vous pouvez dire également tel. Et puis vous mettez n-n. Vous mettez, disons, 5. Vous dites, allez, affiche juste les 5 premières lignes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, affiche les 5 dernières lignes. Je peux lui dire, affiche les 3 premières lignes. Par exemple, en lui disant head. Voilà, je mets head. Je rentre là et je me rassure de passer le flag ou l'option N pour dire nombre de lignes à afficher. Je dis 3. Et j'appuie, je me rassure de laisser l'espace et j'appuie sur Entrée. En fait, même la ligne vide, si c'est une ligne, il est compté. Donc ça, c'est la première ligne, la deuxième ligne qui est vide et la troisième ligne. Donc, j'espère que vous avez appris également de ça. C'est aussi très important souvent pour consulter les fichiers log. Beaucoup, beaucoup important même. Commande système et gestion de processus. Voilà. Je crois que nous sommes vraiment en train déjà de toucher les trucs difficiles et quand même importants. Celui-ci vous affiche juste les process. Ça, c'est déjà pour les systèmes amis. Ou au moins, quand même, vous pouvez avoir des petits problèmes dans votre système. Vous voulez voir les process qui sont en train de tourner en arrière-plan.
Vous tapez tout simplement top. Top, tout court comme ça. Et là, vous allez voir les commandes qui tournent. Ça, ce sont les process qui sont en train de tourner. Par exemple, systemd ici, vous voyez VirtualBox client. C'est le VirtualBox qu'on tourne dessus. Le GNOME, si c'est l'interface graphique. Le shell, GNOME Shell, peut-être c'est le terminal même qu'on est en train d'utiliser actuellement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, même top, c'est un process top si que nous venons d'exécuter. Et vous voyez même qui a exécuté la commande et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, on l'appelle top. La commande vous permet de voir les process qui sont en train de tourner sur votre machine. Vous voyez. Donc, vous pouvez bien vous rassurer de vérifier avec. Et puis, vous pouvez cliquer sur CTRL-C pour quitter une fois que vous avez tapé ça. CTRL, maintenir et puis vous appuyez sur la touche C. À part ça, nous avons également cette commande qui vous permet plutôt d'afficher les process actifs. Les process qui sont actifs, pas forcément peut-être celles qui sont en cours, mais qui sont quand même actifs. On met PS. Bon, PS quand même, c'est au moins ce que je connais bien depuis. PS, top là, je ne connaissais pas, ça faisait longtemps que je n'ai plus utilisé. PSO, auxiliaire, PS auxiliaire. Et puis, bim, vous allez voir les process qui sont là. Par exemple, le bash. Le shell bash, si, il est actif. Vous avez beaucoup d'autres choses. Bref, ça c'est plus ceux qui font le système administration dans Linux. Ils doivent connaître beaucoup de ces processus, comment ça se passe, ou ce qu'ils sont en train de faire et ainsi de suite. Donc, don't worry, it's not for you. Donc, je vous montre juste pour que vous soyez quand même au courant. Vous pouvez également kill un process. Vous mettez tout simplement kill, qui veut dire tuer. Mais ce n'est pas des termes beaux ou jolis à prononcer. Mais c'est ce que le mot kill veut dire, bien évidemment. On met kill et on met l'ID du process. Comment on fait pour tester l'autre? Si je peux quand même vous montrer. Je crois que je connais quand même un peu de petits trucs en Linux. Si je crée par exemple un process que je vais tout simplement dire allez sleep. Que le shell, si par exemple le terminal, si peut-être dort pendant 5 minutes, 300 minutes, je veux dire 300 secondes, 300 secondes qui est égal à 5 minutes. Je veux qu'il le dort comme ça. Si j'appuie là, vous voyez, là, le terminal reste isolé comme ça pendant 5 minutes. Vous voyez que ça ne revient pas à la ligne parce que c'est en train de tourner en arrière-plan. Donc, par contre, je suis obligé de faire ceci, CTRL-C pour le couper. Et si je fais maintenant grep, si je fais non, je peux même vérifier les process auxiliaires. J'utilise le grep si pour lui donner que allez, tape-moi ceci. Donc, qu'il exécute ses commandes et il fait une recherche pour vérifier tout ce qui commence avec sleep comme ceci. Vous voyez, il y en a celui-ci, je crois que celui-ci est pas le système, donc celui-ci il n'est pas là. Je vais l'exécuter quand même en arrière-plan et vous montrer comment nous pouvons le tuer. Tac, voilà. Pour exécuter des commandes Linux, surtout les commandes qui prennent un peu du temps pour s'exécuter en arrière-plan, vous n'avez qu'à mettre un ampersand comme ça, le signe ci. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça en français, mais ça s'appelle ampersand. Et boum, le process, voici le process de notre processus. Si je veux le voir vraiment, j'ai dit, allez, liste-moi tous les process qui sont actifs actuellement. Et puis, viens sur ça, recherche le process qui contient le mot sleep. Allez, vous voyez, lui, il est bel et bien là. Il a été créé par Kanju. Allez-y. Et lui, il est là. Je peux le kill, tout simplement en utilisant le kill. Je mets le numéro de l'ID 4965. Je crois que c'est ça. J'appuie sur Entrée. Si je rentre là, vérifier tous les process actifs, il n'est plus. Voilà, vous voyez même terminé tête. Donc, le process a été terminé. Il y a de cela quelques minutes. Donc, quand ça va durer, vous n'allez plus le voir là. Donc, et c'est comme ça que vous testez des choses. J'espère que vous avez compris aussi ce concept de kill parce que, par exemple, certains programmes vont vous
planter votre machine. C'est un peu comme le Task Manager de Windows où vous partez dans le Task Manager et puis vous arrêtez un process dont vous pensez que ça plante votre machine et tout. Ok, à bon entendeur, salut. On va continuer avec notre liste. Et là, afficher l'espace disque disponible. Oui, ceci peut vous permettre aussi de voir les espaces qui sont disponibles dans votre disque. C'est tout simplement dix F et -H, tout court. Donc, si je vais là et que je dis df H comme ceci, vous voyez. Dans ma machine où le système de d'exploitation est en train de tourner, Ubuntu, il y a 22 Go. Je lui ai donné 22 Go et 11 sont déjà utilisés. Use, available, il y a encore 9 Go de libre. Usage, donc je suis à 54% d'utilisation. C'est monté sur mounted on the root directory. Right? Good. Good. Et il y a aussi plein d'autres partitions là, avec les espaces et comment ils sont utilisés et tout. Je crois que c'est une commande utile. Si vous pouvez la retenir, c'est bon. df-h. Et il y a également son ami ici, qui s'appelle plutôt du-sh all, qui dit affiche la taille des fichiers et des dossiers. Ça affiche la taille des fichiers et des dossiers. OK. Si je fais du-sh, je mets aller tout comme ceci. Lui, il va m'afficher la taille de chaque fichier qui se trouve dans mon répertoire ici. Donc, ceci peut vous aider à peut-être vérifier certains tas. Il dit, mais pourquoi? C'est quel dossier qui prend aussi de l'espace? En fait, je veux un peu savoir combien de mégas ça pèse et ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu. Good. Et là, on va dire affiche la mémoire disponible. Donc, si vous voulez voir la mémoire qui est disponible encore dans votre machine virtuelle ou dans votre machine Linux, faites tout simplement free.h. Free dash h. Oh là là. Dash h. Voilà. Ils disent mémoire totale 6 Go. En fait, j'ai 6 Go de mémoire. Ce que je suis en train d'utiliser, pratiquement 1 Go. Ce qui est encore libre, ce qui est dans le buffer. Donc, le cache utilise jusqu'à 1,5 Go de mémoire. Mais bon, sinon, je crois qu'actuellement, il y a encore jusqu'à 4 Go de libre. Donc, ça veut dire que je n'utilise même pas du tout la mémoire de ma machine. Hop, Time-C vous permet tout simplement de voir depuis quel moment votre système tourne, quoi. Affiche le temps de fonctionnement du système. Uptime. Ils disent votre système est en train de tourner depuis 16h39, je crois bien. Donc plus d'une heure de temps ou environ 1 heure de temps, je ne sais pas trop. Ok, anyhow. Donc, on va continuer. Voilà, ça c'est aussi les commandes utiles parce que vous savez bien et belle, je dis, vous n'avez pas WinRAR, vous n'aurez pas 7-Zip, vous n'aurez pas des programmes qui vont vous permettre de compresser vos fichiers. Si vous voulez mettre plusieurs fichiers et dossiers dans le même... en fait, il y a ce qu'on appelle archiver. Si vous voulez archiver les fichiers, archiver, en fait, vous dit juste regrouper plusieurs fichiers en un, quoi. En un, et les donner une seule, en fait, sous forme d'un fichier. C'est prendre plusieurs fichiers et les regrouper pour qu'ils deviennent un seul fichier. Sans les compresser, je dis bien. Et là, ça va prendre justement l'extension .tar, l'extension .tar. Donc, pour ça, vous allez utiliser juste ce programme-là qui s'appelle tar. Je crois que par défaut, ça vient avec Ubuntu. -cvf, vous voyez, ça c'est create, je crois, verbose, et puis vous passez en disant le nom du fichier, et puis ici c'est exécuter, donc ça c'est pour désarchiver.
Donc, quand vous avez archivé quelque chose, ça a groupé un ensemble de fichiers, vous voulez dégrouper ça encore. Donc, voilà, je vais essayer avec notre commande ici. Si je fais tar, create vf, oui, c'est des options. Je mets ça, je mets le nom du fichier archive.tar et je veux juste archiver le contenu du dossier courant. Ils disent file is archive not dump. But what? I don't know what it means. Bon, allez, ça a été archivé justement. Voici ça. Donc, ce dossier, si je peux le porter maintenant, je le dépose ailleurs et puis je le désarchive. Oui, je le désarchive, ça se dit bien. Donc, si je fais ls cd, non, je veux voir ce qui est dans dossier 1 et dossier 2 aussi, donc, et puis je vais le porter pour le mettre là-bas. Bon, allez, on va dire cd, non, je fais ls pour lister dossier 1, et puis je fais, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, dans dossier 1, il y a tout simplement un seul truc qui s'appelle copier dans texte. Je vais donc prendre cet archive et le déposer là-bas en utilisant, bon, je veux complètement le couper pour le déposer là-bas, mv. Ça, c'est les rappels mémoire pour que vous voyez. MV, je move archive to dossier 1. OK. Je fais ça. Il n'est plus dans le dossier-ci. Donc, il est certainement dans le dossier qui s'appelle dossier 1. Dossier 1, comme ceci. Je suis maintenant dans le dossier 1. Vous voyez, il est bien là. Je veux maintenant le désarchiver. On utilise toujours le même programme qui s'appelle tar. Au lieu de CVF, je vais maintenant XVF comme ceci, comme paramètre ou comme option. Et puis, je mets le nom du fichier que je veux archiver. Attention. Archive.tar. Boom. Et puis, en gros, ça l'est déjà archivé. Si je fais ls, vous allez voir que, à part copie, s'il n'y avait plus rien d'autre, donc il a donc remettre dossier 1, dossier 2, nom et translation qui en fait représente tout ce qui était ici dedans avant qu'on archive. Ça représente tout ce qui était ici dedans avant qu'on archive. Voilà tout ce qui était dedans avant qu'on archive. Vous voyez. Donc, c'est ça. Ça vous permet de regrouper, juste ça ne compresse pas. Et pourtant, si vous voulez compresser, vous devrez utiliser plutôt gzip. Gzip, vous voyez, vous pouvez zipper un fichier, vous pouvez zipper un dossier. Donc, par contre, vous pouvez peut-être zipper tout. Je veux dire archive tout, et puis vous le zippez. Donc, je veux zipper tout ce qui a été archive là, comme ceci. Gzip, le nom du fichier. Et puis, si vous voulez dézipper, vous mettez tout simplement j-unzip, le nom du fichier. Parce que quand vous le zippez, le nom du fichier devient une extension .gz, gzip. Donc, si je dis ici, gzip, si je dis gzip archive, ok, aussi simple que ça, vous voyez, gzip, le nom du fichier. Et puis vous appuyez tout simplement sur Entrée. Ça l'est fait. Parce que si vous regardez, maintenant, le fichier là devient .tar.gzip. Ça a été compressé. Oh, si je savais, je vous montrais un peu sa taille avant et après. Vous vous rappelez comment on fait pour voir la taille des fichiers. Je vais vous montrer sa taille ici dedans. C'est du -sh comme ceci. Et puis tout. Il vous dit gzip-si, il pèse 8 kg ici. 8 kg. Ça, c'est après avoir compressé. Archive pèse 8 kg après avoir été compressé. Je ne sais même pas si je vais encore le trouver quelque part. Oh là là, ça m'énerve. Il n'est plus. Il n'est plus. Ok, je vais le dézipper. Bon, quand il est zippé, il pèse, disons, 8 kg. Si je le dézippe, voyons quelle est sa taille maintenant. Si je dis
J on zip, right? Et le nom du fichier, c'est archive. Ah non, je dois rentrer dans le dossier où j'étais là. Dossier. J'espère que vous êtes en train de voir ce que je suis en train de faire. Et là, si nous sommes ici dedans, et voilà, on a bien notre fichier zippé avec l'extension gzip qui pèse 8 kg. Si je dis maintenant J on zip, comme ça, je donne le nom qui est archive et j'appuie sur entrée. Je fais ls. Voilà, il a été dézippé. Maintenant, si je veux voir sa taille maintenant, je fais tout simplement du-sh. Je dis et tout. Voici le fichier non zippé. Et voici le fichier zippé. Quand il est zippé, il pèse jusqu'à 12 kg. Quand il est non zippé, il est à 20. Et quand il est zippé, il est à 8. Je crois qu'on a appris. OK. Let's continue. Il y a maintenant ces commandes qui permettent de gérer les utilisateurs. Gestion des utilisateurs et permissions. Les permissions, c'est un concept qui dérange beaucoup de personnes dans un système Linux. Mais je vais faire de mon mieux de vous expliquer un peu pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Et je crois que ChatGPT peut aussi beaucoup vous éclaircir. Allez, on dit Who am I? Right? Who am I? C'est juste pour voir qui tu es. Donc, tu es connecté en tant que qui? Who am I? Tu es Kamju, donc tu es connecté en tant que Kamju. Si tu mets ID, ça te donne maintenant un peu plus de détails sur l'utilisateur connecté. Kamju, le user ID 1000, Kamju grid, Kamju group, Kamju ADM. Sincèrement, je ne connais pas trop tous ces paramètres-là. Voilà, c'était la commande ID. Maintenant, il y a ces deux commandes qui dérangent beaucoup de gens. Changer la permission d'un fichier. Soit plus. Quand on fait ceci, c'est un peu comme si on disait change. Ceci permet de changer les permissions et ceci permet de changer l'utilisateur. Cette commande est en train de dire change les permissions. Oh là là, la batterie est faible, c'est pas possible. Oui, ici, ça permet tout simplement de dire, cette commande est en train de dire ajoute la permission d'exécution à l'utilisateur, au groupe et others. Je crois que je vous ai parlé des permissions quand je faisais ls avec dash LA. Donc, je vous ai montré pourquoi ces détails-là. On est en train de dire donne les permissions d'exécution à tout le monde sur ce fichier qui s'appelle script.sh. Donc, et là, ici, on est en train de dire change d'utilisateur et de groupe. Donc, le nom d'utilisateur, cette fois-ci, devient user et le nom du groupe devient groupe pour le fichier ceci. Et quand on change de permission comme ça, chacun peut maintenant exécuter. Peut-être c'était un fichier que personne ne pouvait exécuter. Et je crois que je vais faire aussi même un tuto entier sur ça pour mieux expliquer. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez utiliser ChatGPT pour mieux vous éclaircir. Et pour l'instant, je vais d'abord laisser, peut-être j'y reviendrai. Il y a aussi cette commande qui permet rapidement de tester la connectivité avec une adresse IP ou une URL quelconque. Ping google.com par exemple. Je fais ici, je fais ping. Ça, c'est déjà le réseau google.com. Comme ceci. Je peux mettre même un tiret T pour dire, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je dis ping google.com. Il n'y a pas de connexion, donc ça ne va pas marcher parce que je viens d'avoir des lestages là et mon modem est down. Donc, tout ce qui concerne la majorité des fonctionnalités réseau, si ça ne va pas marcher, même ici, ça ne va pas marcher. Pour télécharger un fichier, bref, curl, c'est un peu comme si vous étiez en train de faire des requêtes HTTP. Ping-C permet juste de tester. Par exemple, quelqu'un vous dit le site ne passe pas. La première des choses, c'est de taper ping et l'adresse IP du serveur, de votre serveur, pour voir si ça c'est en train de répondre. Ça va envoyer des packages et voir s'il y a réception dans la connectivité. Curl, maintenant, c'est un peu comme si vous aviez tapé sur la barre d'adresse
https://exemple.com ou biprodev.com par exemple. Pour télécharger, il suffit que vous ayez le nom de l'extension, en fait, le nom du fichier avec l'extension. Vous utilisez wget comme ceci, et puis vous notez l'adresse ou l'URL du fichier en question. Il va télécharger. Si vous voulez voir l'adresse IP de votre machine Mac, de votre machine Windows, vous tapez tout simplement IP-E, comme ceci. Non, IP-E, sans forcément taper le dash. Et puis, directement, la plupart du temps, regardez votre carte Ethernet. Donc. Et puis, voici l'adresse IP de cette machine. C'est ça, ici, l'adresse IP de cette machine. Bon, généralement, ça va être le cas pour beaucoup, mais rassurez-vous d'être sur le port. En fait, de vérifier l'adresse IP, parce qu'il y a plusieurs adresses ici. Mais ce que vous recherchez plus, c'est celui-ci. Et là, quoi d'autre? Nous avons History, vous permet de voir l'historique de toutes les commandes dont vous avez tapé jusqu'à l'heure actuelle. Oh là là. Si je fais History, comme ceci, voilà toutes les commandes que j'ai tapées jusqu'à présent. Vous voyez même les commandes que j'ai tapées précédemment. Donc, si vous venez sur une machine et que quelqu'un dit c'est pas moi qui ai créé le problème sur le système, un système admin pour vérifier que non, vous dites la vérité ou peut-être vous mentez, ou bon, bref, vous pouvez taper juste History et toutes les commandes donc, que vous avez exécutées sur la machine du début jusqu'à là, vous allez les voir. Clé, si je vous ai déjà montré, ça permet d'effacer. Echo, je vous ai déjà montré. Si vous voulez voir la date, vous tapez tout simplement date. Et puis, ça va vous afficher la date comme ceci dans votre système. Si vous voulez également faire cal, afficher le calendrier, vous tapez ça, cal, tout simplement. Bon, il n'est pas déjà même installé. Donc, on va continuer. Désolé. Nano aussi, ça vous permet de manipuler les fichiers. C'est comme une sorte d'éditeur de texte parce que dans un vrai contexte, vous n'aurez pas l'interface graphique. Si je dis là ls, oh, excusez-moi, faire un peu de noir là. Si je fais copie, donc je ne vois pas du tout mon clavier. Si je fais copie Nano, je ne sais pas si Nano est venu avec ce système, mais généralement ça vient avec Ubuntu. Je fais Nano, voilà. Ok, Nano, il est là. Il ouvre le fichier comme ça. C'est un éditeur de texte. Je peux vraiment ajouter ce que je veux. Pardon. Abonnez-vous à la chaîne. Oh là là. Pourquoi j'ai toujours du mal à faire ceci? Désolé. Abonnez-vous à la chaîne. Donc, je peux dire good ou whatever. Et puis, je m'arrête là. Donc, quand je veux enregistrer, quand vous mettez juste Nano, le nom du fichier que vous voulez modifier, vous appuyez sur Entrée, il ouvre. Vous modifiez comme bon vous semble. Vous faites CTRL-X. CTRL-X. Il va vous dire Save Modified Buffer. Quand ça fait ça, ça fait ceci. Vous appuyez tout simplement sur Y majuscule, donc Shift Y. Et puis, File Name to Write. Il va vous dire cela, vous appuyez sur Entrée. Donc, il va modifier le même fichier sur le même nom. Donc, si je dis maintenant 4 copie, vous allez voir que j'ai maintenant ce que je viens d'ajouter. Et justement, abonnez-vous à la chaîne. Produit des pareils contenus aussi de qualité, aussi explicatifs, demande énormément de temps. Je vous prie vraiment de vous abonner à la chaîne et de beaucoup laisser de commentaires. Il y a maintenant cette commande hyper importante qui s'appelle man pour manual. Ça permet en fait toutes les commandes dont nous avons tapé ici depuis. Vous tapez tout simplement man comme ceci et vous tapez le nom de la commande. Il va vous montrer comment utiliser cette commande. Il va vous donner le manuel à faire de cette commande. Vous voyez pw print name of current directory. Ils disent les options. Il y a L. Si vous mettez pwl, c'est logical. Print the full name of the current directory. Herb, si vous voulez
savoir. Bref, vous pouvez également utiliser la commande hub à chaque moment que vous avez des confusions sur une commande, mais celui-ci te donne le manuel complet d'une commande. Donc, ça te donne tout ce qui concerne cette commande-là. Le hub, là aussi, peut un peu te donner les astuces pour rapidement t'en sortir. Donc, quand tu veux sortir, tu appuies tout simplement sur Escape, donc sur la touche échapper, comme ça. Et puis, tu appuies sur Entrée. Ah non, ils disent il faut appuyer sur Q pour sortir ici. J'appuie sur Q tout simplement. Donc, quand tu ouvres avec Man là, pour sortir, tu appuies sur la touche Q de ton clavier et puis tu vas sortir. Je peux également dire Man LS. Il va te dire List Directory Content. Voici le A là. Do not ignore entry starting with dot. Donc, les fichiers cachés là. Si on cherche L, vous allez voir à quoi c'est le L. Il y a plein de trucs comme vous pouvez voir. Je ne vois pas le L là. Voilà, voici le L. Use a long list format. Donc, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On appuie justement sur la touche Q pour quitter. Et je crois que c'était tout. Nous avons déjà vu la touche Exit. La touche Exit vous permet de fermer le terminal, quitter le terminal par exemple, ou un script, ou si vous êtes connecté sur un service, vous voulez quitter, vous tapez tout simplement Exit comme ceci, et boum. Et là, on vient d'apprendre énormément. Je ne sais pas si je peux encore me rappeler de l'adresse IP de mon serveur là. J'ai besoin de ça parce qu'il reste le bonus comme je vous ai promis. Et pour ça, j'ai besoin de vous montrer comment vous connecter à distance et qui est une fonctionnalité très utile. Donc, je fais IP espace A et je récupère l'adresse IP de ma machine. Parce que pour se connecter à n'importe quelle machine à distance, il faut automatiquement et impérativement l'adresse IP de cette machine. Je mets encore Exit pour fermer le terminal. Je vais laisser ma machine allumée comme ceci et depuis mon système Windows, je vais faire une tentation de connexion à cela. Mais généralement, pour que cela soit fait, il faut que vous rassurez que vous avez OpenSSL. OpenSSL, oui, je crois bien, il soit installé dans votre serveur Linux. Et la plupart du temps, quand on va dire serveur Linux, il ne serait pas dans une machine virtuelle comme ça a été le cas ici pour nous, mais plutôt, il va être sur Internet quelque part et vous avez l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, pour ça, pour me connecter, j'utilise tout simplement SSH, le protocole SSH. Je mets le nom d'utilisateur, comme je ici, je mets arrobase et je colle l'adresse IP là. Voilà ça. J'appuie sur Entrée. Not root hosted. What? Peut-être qu'il me faut spécifier le port. Ils disent SSH connection to host. Mais je crois que le réseau... je crois que c'est parce que je n'ai pas le réseau. Oh, désolé pour vous. Vous venez de perdre quelque chose de si important que je voulais vous montrer. Connection, connect to host. Port is not root to host. Mais je crois que c'est parce que quand même, c'est un problème de réseau. Même ChatGPT ne peut pas trop nous aider. Oh là 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 là, il n'y a pas de connexion. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'espère que vous avez énormément appris lors de ce tuto. Je l'ai fait avec beaucoup de cœur et pour ça, donnez-moi également ces cœurs-là en retour. Et comme je l'ai dit, c'est tout simplement une partie d'une formation très complète qui vous aide comment contribuer au logiciel open source. Et contribuer au logiciel open source va vraiment vous ouvrir toutes les portes du monde entier. Par exemple, les opportunités de voyager lors des conférences, les opportunités de trouver un bon travail très rémunéré à l'échelle internationale ou au standard international, qui vous donnera la possibilité de vous connecter avec des gens de partout dans le monde. Et surtout, ça va booster votre CV, votre portfolio. Vous serez celui-là, par exemple, qui a contribué à créer Laravel que des millions de personnes utilisent, qui a contribué à créer, par exemple, Docker que des millions de personnes utilisent, ou VS Code qui est aussi open source, ou Python, ou n'importe quoi. Bref, c'est hyper capital. Donc, si vous voulez vraiment réserver votre place dès aujourd'hui, n'hésitez pas, contactez-moi, voilà mon WhatsApp, et puis je vous donnerai le pas à suivre pour bénéficier des 75% de réduction
en attendant la date de sortie qui est prévue pour le 5 juin prochain. Et c'était moi, Duplex Kamju, ingénieur informaticien depuis une décennie déjà. Et j'en ai assez d'expérience. J'aime partager. J'espère que vous aussi. Et surtout, encouragez-moi en prenant mes formations pour que je puisse vous donner le meilleur de moi. See you. Ciao, ciao. Dans la prochaine étape.